Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer cette conférence sur le thème de l'eau à la vigne, entre résistance au stress hydrique et solutions. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui et de vous intéresser à ce sujet-là. Je suis Lise-Laure Martin, je suis directrice d'Agronov. C'est un pôle d'innovation en agroécologie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les structures dans leurs projets d'innovation pour une agriculture durable. Et donc, on a aujourd'hui 4 intervenants qui vont vous parler de ce sujet de l'eau à la vigne. Donc, je vais les présenter petit à petit pour gagner un peu de temps parce que le temps est court et on a beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à garder vos questions, on aura un temps d'échange à la fin. Donc l'année 2024, vous le savez tous, a été marquée par un fort excès d'eau, quand les précédentes étaient plutôt sur des années sèches. Le changement climatique a beaucoup d'impacts et le premier impact, c'est celui de l'incertitude pour la profession, de ne plus savoir quelles pratiques mettre en œuvre par rapport aux aléas climatiques. Les repères sont déstabilisés, il faut pourtant faire avec ces aléas qui arrivent chaque année et qui sont différents chaque année. Alors l'interprofession des vins de Bourgogne a lancé un plan objectif climat avec un objectif de neutralité carbone à horizon 2035. L'objectif, c'est d'activer sur les leviers de réduire l'impact que l'agriculture et la viticulture ont sur le climat. Mais aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est plutôt comment s'adapter aux aléas climatiques et au changement climatique, et notamment par rapport au sujet de l'eau. Donc, je vais d'abord vous laisser la parole à vous, Laurent Monet. Vous êtes directeur vignoble au sein du château de Centenay et vous travaillez dans la profession depuis plus de 30 ans maintenant. Quels sont pour vous les grands points et les grands sujets de la question de la ressource en eau? De quoi auriez-vous besoin pour avancer plus rapidement? Bonjour à tous. Nos besoins, nous, c'est surtout du pilotage. On est vraiment toujours dans le questionnement. Donc généralement, et puis on le voit sur les successions des millésimes 2019 jusqu'à 2024, où on oscille entre très sec et très humide. Donc nous, sur le domaine, on essaie déjà de gérer un petit peu nos sols par texture de sol. Donc les parties les plus caillouteuses qui ont des besoins, qui captent très peu l'eau. Donc on essaie justement de s'organiser pour qu'ils puissent la capter l'hiver principalement et l'économiser l'été. Et puis sur les argiles, on a un pilotage qui est beaucoup plus, qui est vraiment différent, puisqu'en fait on peut se retrouver en excès d'eau en fait au printemps. Donc plutôt pratiquer en fait avec de la fauche ou retarder en tout cas l'ouverture des sols, et puis piloter en fonction des millésimes et de la pluviométrie. D'accord, merci. Donc on entend pilotage, on entend de la gestion différente selon les types de sols, et puis surtout les deux mots-clés, excès et manque d'eau. Et c'est ainsi qu'on va traiter la conférence. On va commencer par le manque d'eau. Alors je voulais vous redonner quelques chiffres qui avaient été présentés par Benjamin Bois, expert du climat en région Bourgogne-Franche-Comté à l'Université de Bourgogne. Il avait présenté ces chiffres sur les rencontres du Clos Vougeot sur la question de l'eau justement. Et les résultats, c'était de dire qu'il faut 860 litres d'eau pour produire 1 kg de raisin. Et ça paraît beaucoup, mais en fait, il y a 600 litres d'eau qui sont puisés par la vigne dans les sols pour qu'elle vive au quotidien et pour qu'elle produise le raisin. Donc là, on aborde justement la question des sols dont vous venez de parler. Et puis, l'autre chiffre que j'avais retenu de cette conférence, c'était le déficit hydrique, qui est de l'ordre de 15% en France, avec des jours secs plus nombreux et des jours de fortes pluies avec des intensités beaucoup plus nombreuses aussi. Avec les températures qui augmentent, la demande évaporative de la plante augmente aussi. Et à Dijon, par rapport aux années 1980, on est déjà à plus 16% de demande évaporative. Donc voilà, ça donne quelques chiffres pour le contexte et pour laisser la place aux solutions. Donc avant d'aborder évidemment les solutions que vous mettez en œuvre et la manière dont vous travaillez, je voulais vous demander à tous les trois quelles sont les conséquences du manque d'eau sur les plantes et comment on peut aborder l'impact justement sur ces différents aspects. Abdel, vous êtes responsable au sein de la Business Unit Agro-Environnement de la SAT Science. Je vous laisse la parole en premier. Merci Lise-Laure. Tout d'abord, juste un petit rappel en fait.
pour expliquer le rôle de l'eau et l'impact de ce manque d'eau ou bien de stress hydrique sur la plante. Donc l'eau, c'est un constituant majeur, on va dire, de la cellule. Donc il hydrate tous les tissus. Donc il intervient de la photosynthèse pour la production de l'énergie. Il intervient aussi dans la transpiration qui permet à la plante de réguler sa température. Donc c'est aussi un constituant important de la sève qui assure on va dire le déplacement et l'absorption des éléments nutritifs de la racine à la plante. Donc le stress hydrique, le manque d'eau a un impact quand même négatif sur la plante. Donc il réduit la pression de tergiversance de cellules, donc ce qui aboutit à un flétrissement et à un ralentissement de croissance précoce. Il demande à la plante de fermer les stomates, donc ce qui limite un peu la photosynthèse, la production de l'énergie pour la plante. Et il déséquilibre aussi tout ce qui est équilibre hormonal au sein de la plante, avec une augmentation de l'acide abscisique, une réduction de l'acide d'isoxine et des cytokines dans la plante, donc ce qui induit une sénescence précoce au niveau de la plante. Et aussi, donc, un stress hydrique peut induire un stress oxydatif au sein de la plante qui engendre la libération de certains radicaux libres qui endommagent la cellule. Voilà. Donc, une réduction d'absorption d'éléments nutritifs de la plante, donc induit des carences. Et ces carences, en fait, ralentissent le développement de la plante. Donc, ça arrête un peu sa croissance. Chloé, vous êtes ingénieure de recherche au sein de Elicit Plant, une entreprise qui fabrique des biostimulants pour les plantes, dont la vigne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc Elicit Plant, c'est une start-up basée en Charente qui développe des biosolutions pour l'agriculture. Donc d'abord pour la grande culture, nous avons des produits plutôt pour maïs, blé et tournesol. Donc la biosolution, donc c'est une solution à base de molécules végétales, les phytostérols, et donc on a un rôle justement sur la réduction de l'impact du stress hydrique en fait sur les rendements, donc sur les grandes cultures. Et donc nous avons à l'étude un produit sur le vignoble qui va probablement être mis sur le marché prochainement, et donc on aura des effets de manière générale sur la réduction de l'impact physiologique du stress. Donc comme disait Abdel, donc on va avoir une réduction de tout ce qui va être impact de la contrainte hydrique. On va réduire les effets de la croissance qui est ralentie par le stress hydrique. Donc nous, à l'inverse, on va empêcher cette croissance trop importante. Et on a également aussi, dans les cas de grande sécheresse, un maintien, voire un gain de rendement sur les raisins. Donc là, ça a été surtout observé en Europe, dans le sud de l'Europe. Laurent, est-ce que vous connaissez ces produits de biostimulation pour la résistance au stress hydrique ? Est-ce que c'est des pistes que vous avez déjà étudiées en tant que professionnel ? Alors, on en a eu certaines en essai sur une parcelle qui craint énormément le stress hydrique, mais qui le craint depuis une trentaine d'années. C'est un lit de sable en fait, où en fait les racinaires, le lit de sable s'assèche et donc la vigne, donc on essaye un petit peu toutes les solutions, que ce soit les biostimulants ou la stimulation des sols en fait. Merci. Et Laurent Huet, vous êtes responsable développement chez Netafim. Quels sont les impacts du stress hydrique et du manque d'eau sur les plantes et d'une vision agronome que pouvez-vous ajouter ? Donc nous, on travaille sur l'apport d'eau, donc sur l'apport d'eau. Et donc il y a deux aspects. Donc il y a sur les vignes matures, on gère une irrigation déficitaire par rapport à un profil de vent. Donc ça c'est plutôt dans le sud de la France, là où on a une irrigation qui est autorisée. Ici en Bourgogne, on n'a pas une irrigation qui est autorisée sur l'appellation. Par contre, on est tout dans une stratégie sur les plantiers, sur les nouvelles plantations, sur les 2 premières feuilles, de travailler sur un apport d'eau sur l'ensemble du rang pour faciliter l'implantation racinaire. Donc là, encore une fois, on s'adapte en fonction du type de sol. C'est ce que disait Laurent aussi. C'est qu'on va jouer, on va avoir pas le même véhicule, en tout cas pas le même système en fonction des caractéristiques du sol. Si on est sur des argiles ou si on est sur du sable, on va bien évidemment adapter le système pour être plus pertinent et apporter l'eau qu'il faut pour avoir des racines. Donc vraiment sur les plantiers, on fait des racines, et sur les vignes plutôt matures ou en production, on est sur une gestion d'une irrigation déficitaire en vue d'un profil de vent. Donc c'est complètement différent de ce qu'on fait ici en Bourgogne.
Voilà un peu les aspects de la contrainte hydrique. Après, effectivement, dans le sud de la France, le déficit est de plus en plus fort entre l'eau verte, l'eau qui est dans les sols, et l'eau nécessaire pour la production. Donc on est obligé de compléter pour avoir un profil de vin qui soit visé. Et pour qu'on ait une maturité, qu'on ait une physiologie aussi de la plante qui soit maintenue, une photosynthèse, ce que disait Abdel, pour pas qu'il y ait de blocage. Ce n'est pas encore le cas en Bourgogne, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais l'idée en Bourgogne, c'est de plutôt travailler sur la plantation, nouvelle plantation, faire donner toutes les clés pour qu'on ait une implantation racinaire la plus pertinente, la plus profonde et la plus dense, en vue d'avoir une plante résilience au bout de la 3e année quand on enlève tout le système. Merci. Alors là, on a 2 exemples de solutions qui arrivent sur le marché. On n'a peut-être pas encore toutes les références. C'est aussi le rôle de la recherche, justement, de pouvoir accompagner ces entreprises-là dans les allégations qu'elles avancent par rapport à la gestion du stress hydrique. Comment Science accompagne ces entreprises dans leur processus R&D ? Effectivement, l'ISLOR, donc aujourd'hui Science accompagne les entreprises qui développent des produits de biostimulation ou biosolutions en général. Ça peut intégrer aussi les produits de biocontrôle. Donc ils les accompagnent dans le projet R&D, dans la réalisation de prestations, mais aussi leur démarche, on va dire, d'innovation. Bien sûr, avec un appui scientifique des laboratoires académiques et principalement l'Université de Bourgogne-Europe et l'Institut Dijon, Agro-Dijon. Voilà. Donc, pour répondre à ce besoin, à ces demandes des industriels de validation, d'efficacité ou d'autres, donc Science Agro-Environnement, aujourd'hui en partenariat avec Agronov, donc nous répondons, donc on propose une expertise pour répondre à ces problématiques-là. Donc nous intervenons pour la validation et l'évaluation de l'efficacité de ce produit-là, et répondre aussi au mode d'action, c'est-à-dire voir comment chercher un peu à l'intérieur de la plante pour voir les mécanismes qui sont sollicités pour répondre à ce besoin. Ça peut être, il y en a certains gènes qui vont répondre, il y en a d'autres qui vont être inhibés pour donner une réponse favorable, on va dire, à ce stress hydrique. Donc aujourd'hui, on peut aider aussi les entreprises à justifier scientifiquement les allégations qui sont liées à leurs produits de biostimulation, donc conformément aux normes européennes et puis aux réglementations en vigueur. Donc aujourd'hui, pour résumer, pour vous dire que ça existe, hein, les entreprises qui développent des produits de biostimulation et autres pour lutter contre le stress hydrique, donc Science avec Agronov répond, on peut vous accompagner, vous aider pour répondre à ces problématiques. Donc c'est des projets de recherche en laboratoire par contre. Exactement. Est-ce que une fois que c'est passé en laboratoire, il y a 100% de chances que ça réussisse en parcelle ou c'est la grande question quand même. Donc la validation de preuves d'efficacité en laboratoire, donc c'est une étape essentielle, on va dire. Donc un produit qui est validé au laboratoire a de grandes chances qu'il soit pertinent une fois il est transposé au terrain. Donc pourquoi ? Donc je vous cite quelques exemples de l'intérêt de passer par le laboratoire. Quand je dis laboratoire, ça peut être des conditions semi-contrôlées en serre. Par exemple, dans les serres, donc on maîtrise tous les variables, on va dire environnementales, on maîtrise la température, l'humidité et autres. Donc on analyse aussi les formulations pour les adapter et voir la concentration qu'on va adapter par exemple aux parcelles, mais aussi comprendre le mode d'action, voir comment le produit réagit. Et aussi, c'est un gain de temps et de ressources, en fait. Donc, pour éviter de tester des produits, on va dire, inefficaces au terrain. Et par contre, quand je rappelle que cette validation d'épreuves d'efficacité, il est important au laboratoire, mais, donc, il n'est pas toujours totalement efficace au terrain. Pourquoi ? Par exemple, si je prends l'exemple de la vigne, donc aux parcelles, donc là, il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui influencent l'efficacité de certains produits. Donc, je peux vous donner des exemples. Par exemple, sur le terrain, donc on a l'épaisseur des feuilles et des cuticules, on va dire, de la baie, et les plus épaisses au terrain par rapport au laboratoire. Donc, c'est des plantes qu'on produit en conditions de serre, donc la feuille est plus fragile que sur le terrain. Et donc, cette épaisseur de la cuticule donc, limite et peut bloquer la pénétration de ces produits à l'intérieur des cellules.
Il y a aussi les produits environnementaux. Par exemple, au terrain, on ne maîtrise pas les températures, l'humidité, le stress hydrique. Donc, c'est quelque chose qui peut influencer sur l'efficacité de ce produit de biostimulation. Et puis, aussi, un point important, c'est que sur le terrain aussi, il y a la plante, elle interagit avec la microbiote, ça veut dire avec les micro-organismes du sol. Donc, il y a une interaction, une osmose entre la plante et ces micro-organismes. Et ben, cette interaction peut aussi influencer la réponse de ce produit sur la vigne. Donc, en fait, pour résumer, donc, il est important de combiner les essais en conditions semi-contrôlées pour bien comprendre le mode d'action, mais aussi réaliser derrière des essais au terrain pour valider l'efficacité en situation réelle. Chloé, c'est ce que vous avez fait, du coup, passer sur le terrain après les labos? Oui, exactement. Donc ça, c'est la base de mes missions. Donc moi, je vais tester notre produit en application foliaire dans différents vignobles, en France ou à l'étranger, et tout au long de la saison et à la vendange, et voire même post-récolte, faire différentes analyses. Donc on va avoir toutes les études d'observation physiologique, on va regarder les apex, on va regarder le potentiel hydrique. Je vais regarder aussi avec différentes pratiques de management. On ne peut pas vraiment comparer un vignoble type charentais, il y a une vigne haute qui est très productive, avec une vigne plutôt taillée basse d'autres régions, ou même la Champagne ou sud de la France, voire même en Italie avec du raisin de table. Et donc après, il y a toutes les analyses post-récolte avec donc les analyses de mou, regarder les acidités, les taux d'alcool potentiels, regarder aussi s'il y a les fermentations qui sont bloquées ou pas suite au stress hydrique. Et il faut aussi s'adapter à chaque millésime. Donc c'est vrai que les 2 dernières années en Charente, on n'a pas eu trop de stress hydrique, c'était plutôt l'inverse, de forte pression de maladie. Donc regarder aussi sur le long terme, puisqu'on est sur un biostimulation, donc la plante est stimulée de manière générale, donc voir si par rapport à différents stress qu'elle peut subir sur la saison, comment elle se comporte année après année. Donc on voit qu'il y a une vraie analyse d'un ensemble de paramètres jusqu'à la vinification. Et Laurent, est-ce que vous vous définissez comme expérimentateur, vigneron, chef de domaine ouvert à ce genre d'expérimentation? Vigneron en recherche peut-être, oui. En recherche. mais voilà, alors, pas sûr de trouver, hein, non, mais on essaye un petit peu tout. C'est clair qu'on est souvent dépourvu par rapport à la sécheresse. Aujourd'hui, c'est vrai que l'excès d'eau, au début de ma carrière, c'était plutôt l'excès d'eau qui nous faisait tourner la tête. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on prend avec un peu plus de légèreté, hein. C'est vrai que 2024 a été très dur pour la viticulture bourguignonne. Et la viticulture française, mais c'est clair qu'on met en place beaucoup de choses pour la sécheresse, plus que pour l'humidité en fait. Ouais. Okay. C'est vrai que là, on est aussi dans le rôle d'agronome derrière, de trouver des partenaires intéressés après être passés en labo pour accompagner ces entreprises et faire des expérimentations terrain. Le Vinipôle Sud Bourgogne est un acteur incontournable de la région pour ça, mais c'est aussi intéressant d'avoir des acteurs directement investis aussi qui sont intéressés pour tester. On va passer à la partie irrigation. Et en quoi justement les vignobles irrigués peuvent être une réponse. Alors on sait que le cahier des charges l'interdit en Bourgogne, néanmoins Netafim œuvre sur plusieurs vignobles, il y a des retours agronomiques à faire, donc Laurent, je te laisse la parole sur ce sujet. Oui, donc du coup pas sur la Bourgogne, on est d'accord, mais sur les autres vignobles où l'irrigation est autorisée, on gère une irrigation déficitaire en vue d'un profil de vin, donc c'est toujours un peu... la question qui fâche sur le pilotage de l'irrigation en vitis, ça dépend beaucoup du profil, du sol, de qu'est-ce qu'on veut faire derrière. On est toujours dans une irrigation déficitaire puisqu'on ne cherche pas dans un confort hydrique, mais plutôt dans une contrainte hydrique qu'on pilote. Donc c'est ce qu'on fait, c'est notre quotidien, on est plutôt dans le sud de la France, en Corse ou dans le sud-ouest. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait sur les vignobles en place. Le but étant, c'est de travailler sur les différents stades phénologiques et d'apporter l'eau nécessaire à la plante pour passer les stades. Donc ça peut être à la phase de débourrement jusqu'à la floraison, puisque des fois on a des printemps très secs, on est déjà en contrainte hydrique forte en début de saison, dans le sud de la France je parle. Donc c'est d'accompagner différemment, on pilote différent en fonction du millésime. C'est ce que disait un peu Laurent, c'est que chaque millésime est différent, donc chaque millésime on doit s'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que cherche le vigneron en termes de profil de vin. Est-ce qu'on veut faire du rosé, quel type de rosé aussi, du blanc, du rouge potentiellement,
et on adapte ça, notre pilotage, en fonction de cette thématique-là. Et on ne pilote pas que l'eau, on pilote aussi tout ce qui est fertilisation. Fertilisation, donc apport nutritif d'oligo-éléments pour la plante, pour l'aider à optimiser, en tout cas favoriser son activité photosynthétique et le changement en sucre s'il y a besoin, etc. Pour les plantiers, c'est un peu différent. Sur les plantiers, on est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une approche vraiment à part, où vraiment le challenge est d'apporter pas beaucoup d'eau, mais au bon moment pour favoriser l'implantation racinaire. Voilà, c'est de faire le switch sur les années vraiment secs, de faire qu'il n'y ait pas de mortalité ou très peu, et un vignoble qui soit homogène. Tu me disais qu'en Champagne, il y avait eu des études qui allaient jusqu'à chiffrer 40% de mortalité due au stress hydrique pour la complantation. Oui, il y a eu des années, donc en 2023-2022, il y a eu des années où la réussite d'une plantation n'était pas si facile que ça, où on a eu beaucoup de mortalité et où ça a porté cas de se dire qu'on a 40% de mortalité sur le plantier, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Donc c'est là où ça a commencé à réfléchir sur l'ajout d'eau, d'irrigation, pour être un peu plus pertinent sur l'apport de cette eau et favoriser l'implantation racinaire. Encore là, l'irrigation, c'est pas l'outil qu'on met et ça va marcher. C'est un outil, c'est une boîte à outils. Donc c'est un rouage parmi d'autres. Hein. Si le reste n'est pas bien conduit, le plantier ne marchera pas non plus. Hein. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil, c'est un véhicule qui est très efficient et qui permet d'apporter exactement une bonne quantité d'eau de partout et de façon beaucoup plus efficiente. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, d'apporter de l'eau de façon efficiente, au bon endroit et faire que votre plante soit la plus résiliente possible à terme. Et finalement, c'est une technologie à coupler avec des nouveaux itinéraires techniques, avec des nouveaux cépages peut-être, des porte-greffes. Complètement, c'est à jouer avec ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, le sol, c'est le support le plus important. Donc c'est l'enherbement, c'est travailler sur la biologie, sur peut-être des biostimulants, sur du BRF ou des paillages en début de cycle pour pas travailler, pour en tout cas moins toucher le cep en début et faire que vraiment il s'implante. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits notamment en Bourgogne, hein, sur le choix génétique, sur plein de choses. Il y a une boîte à outils qui est importante. On peut utiliser, dans lequel l'irrigation fait partie d'une des outils à utiliser, à complémenter avec ces outils-là pour être en vue d'avoir une plante la plus pérenne et résiliente par la suite. Laurent, numéro 2, vous me disiez que la ressource en eau, elle n'est pas disponible. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre sur le domaine ? Vous m'aviez parlé de couverts végétaux, notamment. Beaucoup. Alors, nous, notre gros axe de travail, en fait, c'est le sol, puisque je pense que par rapport à la sécheresse, en fait, il faut rendre la plante la plus résiliente possible et donc stimuler son enracinement, stimuler en fait des sols qui soient beaucoup plus résilients, qui ont cette capacité en fait à prendre un petit peu le pic de sécheresse et faire un petit peu le dos rond. Après c'est notre axe de travail. On voit que donc on sème des couverts végétaux pour éviter de travailler les sols sur toute la partie automnale hivernale, ce qui nous permet de capter, d'éviter le ruissellement de l'eau et de capter le maximum d'eau en fait en partie en zone hivernale. Et donc on a des plantes qui sont un petit peu, on commence à avoir un petit peu les bienfaits. Donc on a des plantes qui sont plus résilientes et on a surtout des sols qui restent grumeleux, qui sont pas tassés, qui sont donc voilà. Donc l'objectif c'est de garder des sols couverts pendant 9 mois sur 12. On enlève la partie verte en fait là à cette époque pour les risques de gel. Puisque ça c'est le nouveau problème et puis pour éviter trop de concurrence puisqu'on est en vigne étroite, hein, donc voilà. Après le deuxième point, vous l'avez souligné, donc on fait des essais aussi par rapport au porte-greffe, donc on participe à Greffe Bourgogne, donc justement dans les zones les plus compliquées. Coteaux à 32% de pente sur des calcaires, cadran sud-sud-est,
comment on fait pour garder une vigne en bonne santé pendant 50 années, quoi. Donc aujourd'hui, essai de porte-greffe plus résistant, donc plus résistant en fait au manque d'eau. Donc maintenant, à voir s'il faut augmenter la vigueur, savoir s'il faut avoir des enracinements plus profonds. Bon, ça, j'ai pas les réponses aujourd'hui, mais on travaille dessus en tout cas. Beaucoup de partage dans la profession, j'imagine, par rapport à ces sujets-là. On essaie de travailler d'un point de vue collaboratif. Donc on travaille beaucoup avec BIVB, CAVB, Chambre d'agriculture. Donc voilà, donc on est plutôt partenaire. Partenaire, ça marche. Donc les couverts végétaux au château de Centenaire représentent quasiment 80% du domaine sur une surface de 100 hectares. Donc il y a un vrai travail au quotidien de gestion de ces couverts aussi. C'est une nouvelle gestion en fait dans les itinéraires techniques. Donc voilà, il y a un nouveau pilotage puisque c'est quelque chose qui est neuf encore chez nous, puisque ça fait 3 années. On est passé en mode un petit peu routine très rapidement parce qu'on y croit. Mais en 2024, on a gelé sur des zones qui n'étaient pas broyées. Donc gelé le 23 avril parce que j'avais estimé que le gel s'était terminé pour 2024. Mais non, c'est pas le cas. Donc le pilotage beaucoup plus fin sur tout l'itinéraire technique. Donc voilà. Donc on peut essayer de lutter contre le sec, mais on se fait souvent rattraper par d'autres, donc par la précocité du millésime par exemple. D'accord. Sur la partie recherche, justement, est-ce qu'il y a des projets de recherche un peu plus en amont qui travaillent sur ces sujets-là, porte-greffe, couvert, etc. Abdel ? Oui, bien sûr, les LOR. Donc aujourd'hui, les travaux de recherche et même des projets se concentrent sur l'étude de l'impact, on va dire, du stress hydrique et la réponse de la vigne à ce stress hydrique. Donc, bien sûr, en collaboration, en impliquant les institutions, les laboratoires académiques et privés, les universités, les instituts techniques, les chambres d'agriculture. Enfin, bref, pour vous dire, c'est tous les acteurs de la filière viticole en France. Donc là, je me suis permis de noter quelques projets qui sont courts et puis il y en a qui sont finis, en fait, pour juste vous donner une idée. Donc, par exemple, il y a le projet qui était évoqué tout à l'heure dans la conférence juste avant, donc par Benjamin Bois de l'UB, l'Université de Bourgogne, c'est le projet Stratagème. Et puis, il y a aussi un autre projet Holostress qui est en cours, donc, qui porte sur les biostimulations en général, les biostimulants, comme levier d'action dans la réponse de la vigne à la contrainte hydrique. Donc, ce projet, par exemple, donc, permet d'identifier les communautés microbiennes bénéfiques et mieux comprendre les mécanismes adaptatifs au stress hydrique dans la vigne et les interactions, bien sûr, avec les communautés microbiennes du sol. Donc, en fait, ce projet-là utilise une approche pluridisciplinaire, mais complémentaire, donc qui intègre des compétences en agronomie, microbiologie, écologie, écophysiologie et d'autres. Donc, il y a un autre projet qui s'appelle, par exemple, projet ERE-ALT-O. Donc, ce projet, il explore la réutilisation des eaux usées traitées, donc pour l'irrigation de la vigne. Donc, c'est un projet qui a été testé en Arbon-Plage avec un traitement tertiaire de l'eau usée pour irriguer directement la vigne. Après, il y a d'autres projets qui s'inscrivent dans les programmes d'amélioration génétique, principalement pour trouver des porte-greffes résistants à la sécheresse. Et d'autres projets aussi qui utilisent des méthodes respectueuses de l'environnement par l'implication des populations microbiennes d'intérêt agronomique, principalement les champignons endomycorrhiziens. Il y a un projet Vitidrot Adaptation, qui essaie de comprendre la différence variétale de la vigne en réponse de déficit hydrique. Donc, l'objectif de ce projet est d'aider les viticulteurs à choisir les variétés adaptées aux conditions de sécheresse, croissance dues au changement climatique. Et puis, je cite aussi un autre projet qui développe des capteurs de surveillance en temps réel du stress hydrique
dans les parcelles. Et puis pour finir, avec un projet Oloviti qui porte sur les interactions entre les micro-organismes du sol et la plante dans des situations de dépérissement, y compris liées au stress hydrique. Donc tout ça, Liselore, c'est une initiative pour te dire, illustrer un peu le rôle de, comment dire ça, de la filière viticole française en collaboration avec les instituts académiques et techniques pour répondre à ce fléau qui est, enfin je ne peux pas dire un fléau, mais cet impact de stress hydrique au vignoble. Ouais. Voilà. On voit que la recherche investit largement le sujet et sur des dimensions différentes. Bien tu sûr. as cité le sol, des capteurs, Exactement. les cépages, donc voilà, il Exactement. y a de quoi faire pour apporter les réponses dans des pas de temps qui peuvent être par contre un peu inconnus et sur lesquels la confrontation à la réalité du terrain et à la manière dont les viticulteurs travaillent au quotidien est vraiment importante. On va passer à la partie excès d'eau. Alors là, même question que tout à l'heure en fait. Quels sont les impacts de l'excès d'eau sur la vigne, voire sur le vin, puisqu'il y en a sûrement. Chloé, je te laisse la parole en première. Ou allez, je vous laisse vous organiser. Voilà. Donc pour vous dire que l'excès d'eau en fait, il a un impact de risque majeur pour la santé de la vigne en fait, en raison de la prolifération des pathogènes au vignoble, mais aussi il a un effet délétère sur la physiologie de la plante. Donc sur ces deux points-là, donc j'évoque le premier point qui est impact sur le développement des pathogènes. Comment? Donc une humidité, on va dire forte, une stagnation d'eau, donc permet la germination des sporanges de certains pathogènes. Donc si je prends le cas du mildiou, donc en fait son cycle de développement, donc il y a une phase obligatoire en présence d'eau. Donc les sporanges s'éclatent, les zoospores nagent dans l'eau pour atteindre les stomates. Donc c'est la porte d'entrée dans la plante. Donc il y a d'autres maladies aussi, comme je cite la pourriture grise, botrytis, il y a aussi le brachyrote aussi. Pour cette maladie-là, donc la persistance de l'humidité libère les ascospores et forme des pycnites. C'est des formes, on va dire, de résistance et qui augmentent un peu la dissémination de ces pathogènes dans le vignoble. Après, il y a aussi d'autres maladies, comme les maladies du bois. Donc, par exemple, un sol engorgé d'eau donc affaiblit la vigne et rend les tissus vulnérables à des attaques par des champignons linicoles, comme principalement linicoles, c'est-à-dire des champignons qui attaquent le bois directement. Donc, au niveau physiologique, donc, l'excès d'eau a un impact aussi négatif. Donc, je peux parler dans un premier point de l'asphyxie racinaire. Donc, un excès d'eau limite un peu la disponibilité d'oxygène dans le sol, donc, ce qui limite un peu la respiration racinaire. Donc, ce qui provoque un peu l'arrêt d'absorption de certains éléments minéraux. Et sachant une carence nutritionnelle, donc affaiblit la vigne et affaiblit son système de défense. Donc, il y a un autre point qui est le développement végétatif. Un surplus d'eau induit chez la plante un développement de biomasse importante, donc avec un feuillage plus dense. Et donc, ce feuillage plus dense permet la rétention d'eau et d'humidité qui est favorable au développement de certaines maladies. Et puis, dernièrement, ça peut ajouter directement sur l'altération de la composition des baies. Donc, une forte humidité peut, on va dire, jouer sur la réduction de la teneur en produits phénoliques et aromatiques dans la baie. Et donc, en réduisant les tanins et l'anthocyane dans le raisin. Et aussi pour finir, on va dire, l'humidité fragilise aussi la pellicule de raisin, ce qui la permet, la rendre plus fragile à la pénétration de certains champignons, comme le botrytis. Voilà. Tu as été très complet. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Laurent, Chloé, sur l'impact de l'excès d'eau sur la vigne? Laurent, ouais. Alors, c'est pas par rapport à l'excès d'eau, c'est par rapport au pilotage de l'irrigation. C'est au même titre quand on pilote son irrigation. C'est juste un point qui est important, c'est que quand on pilote l'irrigation, on essaie d'éviter d'être dans l'excès aussi. Parce qu'on met l'irrigation pour gérer une contrainte hydrique, pour apporter de l'eau, mais surtout pas saturer, parce qu'on pourrait, même si on est avec du goutte à goutte, donc localisé, on peut aussi potentiellement saturer, comme a dit Abdel, saturer et créer l'effet inverse de ce qu'on cherche. Donc dans le pilotage, ça c'est un enjeu stratégique sur l'irrigation, donc aussi pour les plantiers. Les plantiers, on ne cherche pas à les noyer non plus. C'est quand on met un système d'irrigation, on ne cherche pas du tout à les noyer. Donc c'est toujours se trouver cet équilibre, bénéfice-risque, pour obtenir notre objectif qu'on cherche. Donc là, pour le cas des plantiers, avoir des racines.
S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y aura pas de racines, ou en tout cas peu développées. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du pilotage, il est important. Et quand il y a de l'excès d'eau, si vous avez une solution, on n'irrigue pas. Donc là, on n'a pas de problème. Mais si vous irriguez, il faut veiller à ne pas surirriguer. C'est autant important que l'absence d'irrigation. Pilotage, mot-clé qui revient régulièrement dans vos discours. Ma question est peut-être un peu novice, Chloé, mais est-ce que le fait de stimuler les défenses de la plante par rapport au stress hydrique, quand il y a un excès d'eau, est-ce que du coup elle gère moins l'excès d'eau par rapport à ce qui tombe ou ça n'a rien à voir? Non, une plante qui est bien stimulée de manière générale, en fait, aura une meilleure croissance au niveau des racines, même au niveau de la surface foliaire, et donc elle pourra pallier à différents types de stress, qu'ils soient stress thermique ou manque d'eau, voire l'inverse quand il y a trop d'eau. En mettant à part justement le jeune plant qui lui sera beaucoup plus sensible au manque d'eau parce que les racines sont moins profondes, donc peut vite être asphyxié. Mais sur une vigne âgée, bien installée, les premières causes de problèmes sur le trop d'eau, c'est plutôt les maladies plutôt qu'un effet physiologique sur les racines. Ouais. Donc il vaut mieux prévenir que guérir finalement. Oui. Ouais. Laurent, vous avez observé par rapport à l'année 2024 et l'excès d'eau des conséquences sur la vigne et le vin aussi, puisque je suppose que la partie vin intéresse aussi. Alors, pour la partie vin, on s'en est pas trop mal sorti, puisque le millésime nous avait privé d'une grosse partie de récolte. Donc, en fait, ce qui nous est resté était plutôt de bonne qualité. Et en termes de concentration, on était dans les niveaux attendus. Donc après, mais c'est clair qu'on a déploré comme tout le monde de grosses pertes de récolte qui étaient très ciblées sur, alors on exploite sur plusieurs communes, donc qui étaient ciblées sur des communes ou sur des appellations. À cause de la maladie. Mildiou principalement. Mildiou, ouais. Parce que vous êtes un domaine certifié en agriculture biologique et certifié de Terravitis également, donc les solutions par rapport à la maladie sont un peu réduites pour vous. En agric-bio, c'est relativement simple. Ouais. Hein, c'est tisane, soufre, cuivre. Et puis voilà. Puis après, biosolutions, donc homologuées en agri-bio, bien évidemment. Mais c'est clair que sur un millésime 2024, c'était la fréquence de passage qui était quasi plus important que la dose utilisée. En fait. Ouais. Mais finalement, vous avez réussi à sauver une partie de la récolte. Oui, on est à entre 40 et 60% de récolte suivant en fait les appellations. Ok. Bon. Merci pour ça. On va passer à la conclusion de cette table ronde et je vais vous demander à chacun en fait quelle est votre vision de l'eau et la vigne aujourd'hui et demain dans un futur plutôt proche, horizon 2035. Laurent. Bon, je vais commencer. Donc, quand j'ai commencé à Netafim, j'étais concentré dans le sud de la France. Maintenant, je suis appelé de partout en France, donc dans tous les domaines, pas que la vitie, on parle de la vitie, mais l'eau, c'est un élément central pour toute la production agricole. Donc, c'est dans l'ensemble du territoire français et ailleurs, et également. Il y a des outils, Laurent en a parlé, Abdel en a parlé, Chloé aussi. Il y a différents outils qui existent. Il n'y a pas de solution miracle, sinon ça serait déjà fait, mais on cherche. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour être plus pertinent. Parmi ces outils, il y a l'irrigation, on en parle, c'est beaucoup décrié, mais si c'est bien utilisé et vu comme nous on le fait, c'est-à-dire qu'on le cherche à établir une irrigation qui soit définie par rapport à un terroir, et un profil de vin, on essaie d'accompagner au maximum le producteur. Dans ce cas-là, on est plus pertinent, on est dans une irrigation efficiente. Donc ce n'est pas de l'économie d'eau, c'est d'être dans l'efficience de son irrigation, apporter l'eau là où on a envie qu'elle soit. Ça peut être pour dynamiser les sols, ça peut être pour aider à l'enracinement, ça peut aider à partir d'un moment au niveau du débourrement parce qu'on a une contrainte hydrique trop forte et pour accompagner notre végétal. Il y a plusieurs choses. Chaque année est différente, chaque millésime est différent, mais c'est un outil pertinent qu'on essaie d'utiliser au mieux possible en vue de rendre le vignoble et les cultures résilientes. Donc c'est pas que la vigne, il y a
La France ne produit pas que du raisin. Donc on travaille sur toutes ces cultures-là et cette thématique-là de gestion, en tout cas d'adaptation au réchauffement climatique, donc à cette variabilité et cette volatilité année après année des cycles d'eau, mais pas que. Aussi, il y a la contrainte thermique, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un gros enjeu dans le futur. Les coups de chaud, où il n'y a pas beaucoup de choses pour le gérer. Donc j'espère que la vigne fera le dos rond pour l'absorber, ce qu'elle fait bien, mais pas toutes les cultures le font. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de demain, c'est essayer de trouver comment s'adapter. Il n'y aura pas de solution, encore une fois, il n'y a pas de solution unique, mais c'est une caisse à outils et à utiliser le mieux possible. Et l'irrigation, ce n'est pas la solution à tout, c'est une solution si elle est bien utilisée et associée avec d'autres outils. Mot de la fin, Laurent? Alors moi, je pense que pour un vignoble qui soit résilient dans le temps, je pense qu'il va falloir qu'on reste en quête de je ne sais pas, mais en tout cas, ne pas se réfléchir, ne pas se fermer de porte, s'autoriser certaines choses et puis se questionner sur tout. Hein. Aujourd'hui, on a des vieilles vignes qui ont été plantées dans les années 43-45, qui sont toujours là et les pieds sont toujours, sont résilients. Ils arrivent à faire le dos rond. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est de réussir à réimplanter des vignobles qui ont cette capacité-là? Ma foi, il faut se tourner vers les pépinières, se tourner vers des essais, mais c'est du temps long. Donc, il faudra qu'on travaille tous ensemble, en tout cas. Du temps long et peut-être des réponses dans le passé, du coup, aussi à aller chercher. À voir. À voir. Chloé? Pour moi, le vignoble de demain, ça va être un ensemble de solutions à utiliser en même temps et pas en prendre une isolée. C'est vraiment utiliser tous les nouveaux leviers d'adaptation qui sont mis en place ou testés par les différentes chambres d'agriculture, par les instituts techniques. Ça va être aussi bien la gestion du sol, les enherbements, la taille, le port, voilà, si on fait des effeuillages ou pas. Ça va être l'utilisation de biosolutions, seules ou en plusieurs. On peut utiliser biostimulants, biocontrôle, pour essayer de réduire aussi les doses de produits phyto on voit bien la liste qui réduit au fur et à mesure, sauf que c'est pas forcément toujours aussi efficace. Donc l'idée, c'est de trouver des itinéraires techniques au plus adaptés aux besoins de chacun. Ça demandera peut-être du temps, plus de passages aussi dans les vignobles que ce qui est fait actuellement. L'idée est quand même aussi de repousser au maximum le changement des appellations avec les changements de cépage ou de porte-greffe qui, malheureusement, ça commence à en parler au niveau des pépinières. Mais du coup, ça fait un changement de cahier des charges, etc., qui est encore plus long. Donc, on va dire que dans un premier temps, des nouvelles pratiques culturelles avec les nouveaux leviers, en utilisant des nouvelles solutions de manière générale. Je pense que ça peut être des solutions pour retarder les dommages du changement climatique. Merci. Abdel? Voilà, donc pour résumer, pour moi, c'est aujourd'hui les travaux de recherche sur la réponse de la vigne face à la sécheresse et aussi la résistance de la vigne aux maladies. Donc aujourd'hui, joue un rôle majeur clé même pour l'adaptation de la viticulture face au stress hydrique. Et en approfondissant ces connaissances et valoriser ces travaux de recherche, et continuer bien sûr dans ce sens-là. Donc les chercheurs et les scientifiques développent des stratégies de gestion innovantes qui permettent d'optimiser la résilience de la vigne face au stress hydrique. Voilà, donc bien sûr, cela contribuerait à la pérennité puis la durabilité de la vigne. Des vignobles, voilà. Merci. Je me prêtais à l'exercice aussi, puisque avec le réseau Agronov, on a la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises qui œuvrent sur une viticulture durable. Et puis Laurent aussi, j'avais bien aimé quand on en avait discuté ta manière de voir le terroir en fait. Finalement, la qualité du vin et l'expression du terroir, ça doit être
le sujet principal sur lequel on réfléchit, avec le sol au centre des éléments. Ça a été aussi largement dit à l'instant par l'ensemble des intervenants. Et puis en tant que pôle d'innovation aussi, je pense que c'est vraiment important dans un vignoble du futur d'intégrer toutes les parties prenantes, la recherche, les professionnels, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, elles ont tout un rôle à jouer dans les transitions. Évidemment, l'enseignement qui peut aussi apporter une vision nouvelle avec des idées nouvelles, et puis intégrer aussi tout ce qui est autour de ces projets d'innovation, puisque pour qu'une pratique soit prise en compte et soit réalisée concrètement sur le terrain, il faut aussi apporter tout ce qui va autour pour la faciliter. Alors dans le cadre d'un produit de biosolution, ça peut être bien l'appliquer, adapter l'agroéquipement pour que les pulvérisateurs pulvérisent correctement ces biosolutions. Ça peut être des solutions de confort de travail en lien avec la santé et la sécurité des opérateurs. Donc il y a énormément de sujets en fait autour de l'adaptation au changement climatique qui viennent permettre à l'innovation d'être utilisée concrètement sur le terrain. Et c'est aussi ce pourquoi on travaille. Donc voilà en termes de conclusion et moi ce que je peux dire sur le vignoble du futur. Je vais laisser la place, je vais commencer par vous remercier tous les quatre. C'était très intéressant et puis des visions très très complémentaires. Et puis vous laisser la parole aussi pour quelques questions. Bonjour, je suis enseignant en viticulture au lycée de Daveillé, tout à côté. Arroser les premières années, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'enracinement superficiel et comment faire pour piloter finement ces apports d'eau dans les plantiers? C'est tout l'enjeu. C'est exactement l'enjeu du pilotage sur les plantiers. C'est d'apporter, on ne veut surtout pas biberonner, donc on n'apporte pas de l'eau au plant, mais on essaie d'apporter l'eau sur l'ensemble de la tranchée du rang pour maximiser l'eau dans le sol, en tout cas le volume d'eau dans le sol pour favoriser l'implantation racinaire. Donc on ne biberonne pas, c'est le premier truc, et on pilote en fonction d'un profil de sol, en fonction de son sol. Donc si on est sur des sols, sur des gravières ou sur des sols très filtrants, on va piloter différemment que si on est sur du sol, sur des argiles. Donc on s'adapte toujours pour faire qu'il y ait une répartition qui soit homogène. Donc que les bulbes d'irrigation soient contigus, pas des spots d'irrigation qui est juste un endroit des racines. Et c'est d'autant plus stratégique que le système racinaire de votre vignoble, il s'établit les 4 premières années, vraiment. Donc les 2 premières années, si on les loupe, on impacte grandement la structure racinaire par la suite et donc la résilience de votre vignoble, puisque je pense que la résilience du vignoble passe par les racines, j'en suis persuadé, je suis sûr. Donc tout l'enjeu, il est là. Donc on travaille, c'est pas une solution qu'on met, c'est une solution réfléchie, qui n'est pas partout. La grosse difficulté, c'est la menée d'eau, pour pas biberonner et avoir que des spots d'irrigation. Mais ça a une pertinence pour apporter à des points stratégiques. Donc c'est souvent en début de cycle, les premières années, pour faire que le végétal, là où il n'y avait pas les racines, pour qu'elle puisse partir. Et après on contraint parce qu'on veut que la racine explore son sol, son terroir. Et ça fait partie d'une stratégie sur le long terme, donc sur les 2 premières années, pour faire de la racine. Donc il y a vraiment une stratégie d'irrigation qui est particulière. On essaie d'éviter de biberonner. La fertilisation, on évite aussi, il y a aussi ça le risque de ferti. Si on le fait, c'est de façon très ciblée. C'est souvent plutôt des biostimulants pour faciliter la synthèse racinaire. Et tout l'enjeu, il est là. Puisque la 3e année, on enlève tout. Donc si la 3e année, on l'enlève et qu'il n'y a pas de racines, la plante, elle va avoir du mal à s'adapter par la suite. C'est pas des grosses quantités d'eau, c'est des quantités d'eau, oui, qui peuvent être grosses, mais réparties sur. C'est pas ciblé sur le pied, c'est ciblé sur le sol. C'est une quantité d'eau ciblée par rapport à un type de sol, pour mouiller la tranchée du sol. Et éviter de saturer aussi, parce qu'il ne faut pas saturer non plus.
Parce que pour moi, si vous voulez, ça ne veut rien dire gros ou pas petit. Ça dépend de pas mal de paramètres du sol. Si on est sur des salles, si on est des argiles, on fait le grand écart. Donc on s'adapte en fonction de cette stratégie-là, de ce terroir, ce qu'a dit Lise-Laure tout à l'heure. C'est-à-dire que le sol, ce n'est pas que en 2D, c'est aussi en profil. Donc on ne gère pas pareil si on a 30 cm de sol ou si on a 1 mètre de sol, parce qu'on n'a pas le même volume de sol, parce qu'on n'a pas la même stratégie aussi d'enracinement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Non. On n'a pas abordé le sujet des mycorhizes. Je ne sais pas si Varoujan, tu veux en dire quelques mots. Ouais. Sur la vie du sol, justement. Bonjour à tous. Alors, moi, je travaille chez Inoculum Plus. Donc, on est situé à Bretonnière, donc à Grenoble aussi. Et donc, on produit des biostimulants à base des champignons mycorhiziens pour les plantes, donc sous différentes formes. Donc, ça va de poudre à granulés, en granulés. Donc, le rôle des mycorhizes, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des petits champignons bénéfiques pour le sol qui vont aller, c'est la symbiose mycorhizienne, en fait, ils vont aller s'installer sur les racines, les coloniser et permettre aux plantes d'aller chercher loin dans le sol les ressources qui sont stockées, qui ne sont pas accessibles par les racines seules. Et donc, ça permet de développer aussi ça permet un développement racinaire et d'aller chercher vraiment comme le phosphore, l'eau justement, ça a un rôle assez important dans la gestion de l'eau aussi. Donc ça permet aussi en stress hydrique, donc que ce soit pour le manque d'eau ou le trop d'eau, dans les deux cas, ça peut aider à la plante de gérer un petit peu l'eau. Voilà, pour résumer, c'est un sujet... Abdel. Oui. Je peux juste rajouter un point. Donc, heureusement que la vigne, il est mycorhizée, en fait. Oui. Parce qu'en fait, dans le sol, ces populations, ils sont partout, en fait, et qui sont spécifiques ils ont une grande spécificité. Donc, il n'y a pas une spécificité pour chaque plante. Donc, aujourd'hui, la vigne, je ne vis pas des cultes survie. Donc, ces populations de champignons de mycorhizien, ils apportent beaucoup de choses à la vigne aujourd'hui. Donc, en termes de nutrition, en termes de résistance au stress hydrique, d'autres stress, ils sont même impliqués parfois dans la stimulation de défense naturelle des plantes. Donc, ils protègent aussi. Donc, Juste pour ajouter un dernier point, en fait, les champignons mycorhiziens existent déjà naturellement dans le sol, en fait. Nous, mais à force de traitement de sol, donc des pesticides, le labour, on vient de détruire le réseau mycélien. Mais nous, donc, on vient rajouter des souches européennes, notamment françaises, pour justement permettre aux champignons qui sont déjà en place d'être réactivés, et puis un supplément de mycorhizes qu'on apporte via nos biostimulants. Voilà. Merci à tous. On en vient à la clôture de cette conférence. Donc, à Grenoble, on est partenaire du Vinekeep et de GL Event pour le stand Vigne et Climat que vous trouverez dans le hall A. On rassemble 4 entreprises qui sont venues avec nous cette année, dont Netafim. Donc, si vous voulez poursuivre les échanges avec Netafim, nos 3 autres co-exposants que sont Jeta d'Environnement, VanView et Agraviti, vous êtes bienvenus sur notre stand pour boire un petit verre. Je crois que c'est bientôt l'heure. Et puis, évidemment, poursuivre les échanges avec nos intervenants, donc Laurent Monet du Château de Santenay, Chloé Cardot de l'Icide Plante et puis Abdel pour la SAT Science. Je vous remercie.